Alors, donc merci à toutes et à tous, et puis merci à Francopa. C'est vrai que c'est toujours difficile de présenter en distanciel. On aurait tous aimé être présents. Je vais avoir quelques redites. On m'avait demandé de parler donc de la contribution des NAM in vitro, des méthodes, hein. Alors NAM, c'est vrai que c'est une appellation nouvelle, hein, dirons-nous. On peut y penser que ce sont les méthodes alternatives. Les choses sont un petit peu plus compliquées, parce que quand j'étais à la SFTG, et j'ai vu qu'il y a François Sichel qui est présent lors du congrès national. La sémantique semble plus complexe. Cependant, voilà, j'essaierai d'être proche de ce qui est dit dans la littérature. Alors, il est vrai que quand on parle des nouvelles approches méthodologiques, eh bien, je vais faire quelques redites avec Franceline, mais tant pis, c'est ainsi. Je ne vais pas refaire mon diaporama à l'instant T. Il faut quand même remettre en place Roussel et Birch en 59 dans le livre Princeps qui, euh, qui est à l'origine du concept des 3 R et qui replace la définition du replacement, de la réduction et le raffinement. Et il est vrai que l'utilisation des animaux de laboratoire en sciences a toujours fait l'objet d'un débat public relativement intense et souvent il y a eu des évaluations juridiques et l'a rappelé Franceline, morale et puis éthique. Et c'est toujours dans un contexte à la fois sociétal, mais qui est relativement porté par, bien évidemment, par des groupes de protection, donc des animaux très actifs, parfois même très extrémistes, mais à la fois porté également par diverses campagnes de presse. Et comme l'a évoqué de nouveau Franceline, on a aussi, à la suite d'enquêtes parlementaires et de plusieurs recommandations, ça a été dit dans ce rapport de 2019 qu'il fallait limiter l'utilisation de l'expérimentation animale et des animaux, tant en recherche, mais également dans la formation académique. Et donc, il fallait trouver des outils pour remplacer. Et puis, il y a le contexte réglementaire qui, lui, a fait place avec la directive de 2010 de celle de 1986 sur la protection des animaux et qui va s'appliquer à différentes utilisations, qui soient la recherche académique, la recherche privée, mais également l'évaluation et l'efficacité donc du danger des substances et qui s'applique tant sur bien évidemment aux animaux vertébrés, mais tout ce qui est forme embryonnaire ou céphalopode. Donc, à l'issue de tout ça, in fine, il y a eu cette problématique d'un renforcement du principe des 3 R. Quelles étaient, à vrai dire, l'applicabilité des méthodes, comment les développer, et le besoin, et la conclusion de toute façon était le besoin essentiel de trouver de nouvelles méthodes stratégiques. Et là est apparue cette appellation New Approach Methodologies, NAM, qui en soi sont des méthodes alternatives, hein, des méthodes stratégiques alternatives, qui vont avoir un focus essentiellement sur des modèles de cellules humaines pour identifier des effets qui sont néfastes, des effets secondaires lors de l'exposition à des xénobiotiques. Alors, quand on revient sur cellules humaines, sur l'homme, évidemment, il y a de nombreux organes, je ne reviendrai pas dans le détail, et on réfléchit aux outils. Donc, on a des outils qui sont des cellules humaines, des cellules primaires, des cellules souches, et puis on a des modèles qui peuvent être des modèles, soit des modèles 2D, des modèles 3D. Alors, les avantages des uns et des autres, on va les voir juste après. Et puis, en fonction des cellules humaines, eh bien, c'est vrai que sur des lignées, l'avantage, c'est de reproduire et la répétabilité quand on veut mesurer l'effet toxique ou un effet secondaire. Sur les cellules primaires, c'est un avantage certain, mais l'obtention est plus compliquée. Et les cellules souches, eh bien, ensuite, il peut y avoir un souci de différenciation. Alors, quand on est sur les modèles 2D, 3D, c'est très facile de cultiver des cellules en 2D. On peut cultiver ça sur des plaques 96 puits, 24 puits, des boîtes de pétri. Le seul souci, c'est qu'il nous manque le micro-environnement cellulaire, ce micro-environnement qui est à la fois ce gradient d'oxygène, mais à la fois la composition du pH, et puis tout ce qui va être
composants de la matrice extracellulaire. Donc, c'est vrai que on essaye, pour pallier à ce micro-environnement cellulaire, de travailler dans des modèles 2D en co-culture, ou alors on essaye de travailler sur des sphéroïdes, donc on agrège des cellules entre elles, et on peut également, il y a des propositions pour essayer de pallier à ce micro-environnement cellulaire, à travailler avec des systèmes qui sont à la fois des sphéroïdes qui sont en préformation et avec des cellules isolées, et de les mettre en co-culture. Alors, bien évidemment, c'est pas optimal, hein, mais ça peut répondre dans un premier temps, quand on est avec des modèles 2D, de travailler sur des lignées cellulaires ou des lignées ou des cellules qui proviennent de cellules primaires. On peut essayer de combiner ce micro-environnement cellulaire en associant l'addition des deux types cellulaires. Puis il y a les organoïdes. Alors les organoïdes, il y a au moins 2 définitions qui avaient été éditées en 2020 et qui, sur le GD, il y a un groupe de chercheurs qui travaillent sur les organoïdes spécifiques. Il y a deux types de définitions. Il y a la définition avec l'organisation via les cellules in vitro autour d'une structure 3D. Qui va essayer, en fin de compte, d'apporter les caractéristiques d'un organe in vivo, en restructurant bien évidemment la capacité des populations cellulaires en essayant de mimer un organe. Et puis, celle que vous connaissez peut-être tous, c'est la possibilité de générer des organoïdes à partir de progéniteurs ou de cellules souches. Quoi qu'il arrive, dans ces organoïdes, on va toujours avoir besoin, bien évidemment, de biomatériaux, alors des structures que l'on appelle des structures scaffold, qui sont, à vrai dire, des structures solides, qui seraient, penser à des échafaudages. Et puis, les plus connus, ce sont des hydrogels qui vont permettre, en fin de compte, aux tissus d'avoir leur dynamique, leur flexibilité et d'apporter, bien évidemment, un échange entre les cellules. Dans les organoïdes, bien évidemment, il y a certains. Alors moi, je suis pas une spécialiste des organoïdes à part le 3D cutané, si on considère que c'est un organoïde. Mais bien évidemment, vous allez avoir des inconvénients au cours quand vous allez former des organoïdes en fonction des biomatériaux que vous allez utiliser, puisque vous allez avoir certains défauts de production de matériaux qui sont, de structure de la matrice extracellulaire. Et puis, vous pouvez aussi avoir des défauts qui sont mécaniques de résistance de cellule à cellule. Alors, quoi qu'il arrive, quand on travaille sur des 2D, des 3D, on peut travailler ensuite sur des systèmes qui sont des systèmes microphysiologiques, hein, sur des chips. Et sur ces chips, on peut les associer les unes aux autres, et puis on peut y associer aussi également du 2D et du 3D, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas du tout de tout ce qui est ingénierie tissulaire. L'avantage des 2D, eh bien, comme ici, on peut le voir, hein, ça avait été tiré d'un article qui avait été publié en 2020, il y a 2 ans, dans Trends in Molecular Medicine, la capacité de tester une variété considérable de produits, donc éventuellement de différents xénobiotiques, et de définir rapidement, par exemple, une toxicité. Donc les modèles 2D vont être relativement exemples pour pouvoir définir rapidement des gammes de concentration qui sont des gammes de concentration toxiques pour les produits qui sont étudiés. Alors, quand on regarde un peu les avantages et les limites, hein, des méthodes in vitro, il est vrai que c'est bien moins coûteux de travailler sur des modèles cellulaires 2D, mais même voire 3D, que de travailler sur un modèle animal. Ensuite, on a quelques limitations qui vont être tous les problèmes de pharmacocinétique et de toxicocinétique, sauf si on arrive à faire de la combinaison avec des systèmes de PKTK. L'avantage, c'est que comme on va travailler sur des cellules humaines, eh bien, il n'y aura pas de variabilité interespèce, interindividuelle peut-être, hein, puisque nous, on a un problème avec les cellules dendritiques interindividuelles, mais interespèces, sûrement pas.
L'avantage, c'est que avec ces cellules humaines, on peut essayer de construire des modèles de co-culture, c'est-à-dire de mélanger deux types de modèles cellulaires. Par exemple, ce que nous, on essaye de faire, ce sont des cellules kératinocytaires de la peau avec des cellules dendritiques. Donc, on peut faire des co-cultures. Et puis, on peut également, à partir d'IPS, générer des organoïdes. Il y a de nombreux, de jolis modèles, particulièrement à Grenoble, et lors de l'Opale, on a pu voir vraiment une variété d'organoïdes humains à partir de certains IPS. Les inconvénients, c'est si les interactions peut-être cellule à cellule, si vous travaillez dans un 2D, vous ne les aurez pas. Et puis, vous n'aurez pas la construction, l'interaction avec le tissu, toute la matrice cellulaire, si vous êtes sur des modèles 2D. Donc, évidemment, vous avez des avantages parce que vous avez une quantité de cellules plus conséquente, donc vous pouvez tester davantage de produits et différentes concentrations afin d'identifier, par exemple, des concentrations avec des effets toxiques. En revanche, vous ne serez pas sur un système entier et de ce fait, vous ne pourrez pas définir l'effet adverse. Il va falloir réfléchir, bien évidemment, à combiner différents tests pour essayer de comprendre et d'identifier, bien évidemment, et d'évaluer la toxicité du xénobiotique d'intérêt. Alors, quand on fait un petit peu la revue de la littérature et qu'on regarde les méthodes alternatives que l'on a, ici, c'était un joli papier d'Eric et collaborateurs dans Altext qui avait fait un travail assez colossal de rassembler l'ensemble des méthodes que l'on avait à l'OCDE en expérimentation animale, en utilisant des animaux, et puis tout ce qui était test en dehors des animaux, donc sur des modèles cellulaires, et qui sont donc des lignes, qui sont des tests portés par les lignes de l'OCDE. Et on voit bien qu'il y a des gaps, il y a beaucoup de manques, on a énormément de soucis pour générer tous ces tests, donc il faut y réfléchir, ces NAM, elles sont manquantes, et il faut vraiment les développer. Et je vois qu'il y avait beaucoup de jeunes, dont certains étudiants que j'avais encadrés, donc s'ils font de la recherche, eh bien, je pense qu'il faut générer ces méthodes qui doivent remplir ces trous parce que on a de nombreux tests aujourd'hui portés par l'OCDE, des tests des NAMS et des tests alternatifs, enfin des méthodes alternatives qui ont répondu à la corrosion, à l'irritation, également à la génotoxicité, à la sensibilisation, mais en revanche, il nous manque de nombreux tests en reprotoxicité, en toxicité même aiguë, et puis surtout toute la base, par exemple, neurotoxicité. Alors, pour un petit peu illustrer comment réfléchir à développer des tests, je pense que le principe, c'est l'académie qui parle, mais c'est les mécanismes d'action. Dès lors qu'on connaît le mécanisme d'action d'un effet, eh bien, on est à même de pouvoir apporter avec pertinence les méthodes manquantes. Alors nous, dans l'équipe de Marc Palardy, on est spécialiste en immunotoxicologie. Moi-même, je suis immunotoxicologue, spécialiste en toxicologie, particulièrement des allergies induites par les xénobiotiques. Et Enrico vient de vous parler des AOP, et l'AOP de la skin sensitization a été la première qui a été développée, non pas parce que l'AOP existait, non pas, c'est parce qu'il y avait un besoin de parler tout ce qui était organisme et surtout industrie de la cosmétique, de proposer des tests, puisque l'expérimentation animale pour l'évaluation des ingrédients des produits finis cosmétiques a été arrêtée il y a un certain temps. Donc, ces tests ont été générés, bien évidemment, parce que le mécanisme de l'allergie cutanée induite par l'exposition par voie cutanée était relativement assez abondante et qu'on pouvait, bien évidemment, proposer une AOP. Alors, le premier élément de cette AOP, eh bien, c'est la pénétration du produit. Une fois qu'il a été exposé, une fois qu'il est exposé à la peau, il y a une pénétration cutanée du produit. On sait que pour faire une réaction immunoallergique, il faut que le produit puisse est un aptène, il doit avoir présenté une réactivité pour se fixer à une protéine pour construire et générer ce que l'on appelle un complexe immunogène. Dans l'épiderme,
la population majoritaire que sont les kératinocytes seront les cellules cibles, et puis la génération de la réponse immunitaire spécifique de l'antigène dépend bien évidemment des cellules dendritiques qui sont des cellules immunitaires présentant l'antigène professionnel. Donc, à la base de cette de cette connaissance scientifique et mécanistique, il a été facile ensuite de réfléchir à des tests qui puissent intégrer comment mesurer la pénétration, mais surtout comment mesurer la liaison aux protéines grâce à un test qu'on verra juste après qui est InChemico. Des tests d'activation des kératinocytes, des tests d'activation des cellules dendritiques, nous permettant de mesurer le potentiel sensibilisant, enfin en tout cas le caractère sensibilisant d'un produit donné. Alors évidemment, ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est lors de la réexposition, c'est le symptôme clinique, c'est-à-dire ce fameux œdème, cette réponse inflammatoire d'origine allergique. On ne sait pas encore la mesurer puisque aucun test à ce jour n'a été encore développé. Mais l'AOP de la sensibilisation cutanée est relativement dense puisque ici vous avez bien évidemment la fameuse AOP qui vous a été décrite précédemment. Vous avez une structure chimique, un événement initiateur moléculaire et puis des key events qui vont être liés les uns aux autres, qui ont une relation du key events 1 au key events 2. Et une fois que le key events 2 a été intégré, vous avez le key events 3 et le key events 4. Et vous voyez qu'en dessous, vous avez tous les tests. Alors certains qui sont ce sont des lignes directrices de l'OCDE, d'autres qui sont en prévalidation. Cependant, pour chaque key events, eh bien, on a su alimenter très rapidement de nombreux NAM pour mesurer à la fois la liaison aux protéines, donc l'élément fondamental lors de l'initiation de la sensibilisation cutanée, puis l'activation des kératinocytes, l'activation des cellules dendritiques, et en revanche, le test de lymphoprolifération reste le local lymph node essai qui est intégré dans un des 3 R, donc qui ne répond pas du tout aux 3 R, mais qui répond à un des 3 R, mais qui reste un test chez la souris, donc qui n'est pas un test réalisé sur cellules humaines, mais j'ose espérer que les équipes allemandes et françaises réussiront à générer une NAM pour ce key events 4. Alors, juste pour la petite histoire, en collaboration avec Pierre Fabre, lors d'une thèse d'université, on a essayé d'intégrer l'ensemble de ces tests au sein d'une même cellule parce que, comme l'a dit Enrico, après, il y a les fameux IATA, il faut intégrer tous ces tests pour essayer, in fine, d'évaluer le produit et de dire s'il est sensibilisant ou pas. Et puis, ça a un coût, il ne faut pas l'oublier, puisque même si on disait que le coût de l'animal existe, le coût de ces tests alternatifs, on ne peut pas en faire qu'un pour répondre à un effet. Et il va falloir les associer, et stratégiquement, on peut en associer plus de 2, voire 3. Par conséquent, il faut différents types cellulaires, que ce soit du 2D, que ce soit du 3D, puisque j'étais peut-être un petit peu rapide, mais il existe du 3D via le Sensiderm, qui a été développé le plus récent, sur un modèle d'épiderme reconstruit où on y mesure à la fois l'irritation, la sensibilisation et de la détoxication. Avec Pierre Fabre et Élodie Clouet, qui étaient en thèse sous ma responsabilité, nous avons essayé d'intégrer l'ensemble des tests de la sensibilisation dans un type cellulaire, donc dans un modèle 2D, et on a réussi avec brio, elle a réussi avec brio, à intégrer tous les événements dans une lignée cellulaire et même à générer le Key Events 4 qui manque tant. Alors, entre l'académique et puis après le privé, il y a un petit monde, c'est qu'on l'a démontré pour des molécules spécifiques, des produits de référence. Maintenant, il faudrait que ce test puisse être développé et là, l'académique n'a pas les moyens de le faire. Donc, pour le moment, c'est en stand-by, mais c'est un très beau travail d'Élodie Clouet. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, j'insiste aussi sur ce que a dit Franceline. Vous avez un détail sur l'ensemble des alternatives en expérimentation animale dans ce joli livre qui a été publié en 2020. Et merci à vous. Merci Sadia. Donc, nous
nous allons passer à la présentation d'Isabelle Fabre sur les contraintes et les besoins réglementaires par rapport aux NAM.